La spiruline est déjà bien connue pour sa haute valeur en protéines, boostant l'organisme, et pour ses qualités nutritionnelles qui mettraient au tapis les carences les plus coriaces. Cette cyanobactérie ou cette microalgue est déjà bien connue des sportifs et des nutritionnistes. Mais saviez-vous qu'elle est également étudiée de très près par la NASA et par l'ESA, l'Agence spatiale européenne? Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur un programme fondé par l'ESA, visant à permettre à l'humanité de faire de très longs voyages dans l'espace, sans nécessiter d'approvisionnement extrêmement cher depuis la Terre. Si nous ne pouvons plus approvisionner les navettes spatiales, celles-ci doivent devenir autonomes, que ce soit en oxygène, en eau ou en nourriture, car l'équipage ne pourrait pas survivre longtemps loin de la Terre. Nous verrons le rôle central de la spiruline dans ce projet Objectif Mars. Vous verrez à la fin de cette vidéo que la technologie permettant de cultiver la spiruline dans l'espace existe déjà sur Terre et qu'elle est maintenant à portée de main. Ah, ça faisait longtemps que j'espérais sortir cette vidéo. Au moment où j'ai écrit le script de cette vidéo, se tient une convention scientifique à Toulouse, concernant les voyages spatiaux de longue durée. Oui, j'ai mis du temps à sortir cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, cette conférence traite du programme Melissa. Mais qui est Melissa? Ce programme fut créé par l'ESA en 1989. Il s'agit bien sûr d'un acronyme. Micro-Ecological Life Support System Alternative. Mon accent anglais vaut ce qu'il vaut. Ce programme étudie depuis plus de 30 ans comment il est possible de transformer une navette spatiale en écosystème. Un écosystème fermé permettant la survie de l'équipage dans de bonnes conditions. Reposant sur un système circulaire contenant bactéries, algues, plantes, éléments chimiques et procédés naturels. Pour expliquer plus simplement, l'ESA cherche à reproduire un mini-écosystème fermé. Vous savez, un peu comme ces bocaux vendus en jardinerie, avec de la terre, de l'eau et un petit arbre. Et bien imaginez ceci, avec des humains dedans. Bien sûr, pour l'ESA, ces recherches sont à visée spatiale, mais elles conduisent fréquemment à des applications intéressantes sur la Terre. Je vous en parle un peu plus tard dans cette vidéo. Comprenons ensemble pourquoi il n'est plus possible de réapprovisionner les navettes spatiales. Le programme Melissa, s'il arrive à terme, nous permettra donc de faire de plus longs voyages dans l'espace. Car jusqu'à présent, il a toujours fallu apporter de l'air et de la nourriture aux astronautes en orbite autour de la Terre. Ceci coûte très cher. Les méthodes utilisées jusqu'à présent sont donc très peu rentables et elles posent clairement problème pour les plus longs voyages vers la Lune ou vers Mars. À défaut, ce n'est pas moins de 30 tonnes d'approvisionnement qui seraient requis pour une mission habitée vers Mars. D'où l'intérêt de trouver une solution biologique afin de produire de l'eau, de l'oxygène et de la nourriture via un système de recyclage complet. Le modèle de base de Melissa est circulaire et se divise en 5 compartiments. C'est assez complexe, mais je vais vous expliquer le plus simplement possible. Le compartiment de la liquéfaction. Pour faire simple, il s'agit du compartiment qui récupère les déchets organiques, à savoir déchets alimentaires, les déchets non comestibles du compartiment végétal supérieur, dont je vais parler un peu plus tard, car oui, les astronautes cultiveront dans leur navette spatiale. Sa tâche essentielle est de transformer par voie anaérobie, c'est-à-dire sans heure, les déchets en ammonium, en CO2 et en minéraux. Ensuite, nous avons le compartiment photo-hétérotrophe. Ce compartiment est chargé de l'élimination des produits terminaux du compartiment de liquéfaction. En troisième position, nous avons le compartiment nitrifiant. Sa fonction principale est de recycler l'ammonium issu des déchets nitriques, donnant la source d'azote la plus favorable pour les plantes supérieures. Cela permet donc aux plantes cultivées par les astronautes de pousser dans de bonnes conditions. En quatrième position, le compartiment photo-autotopique. Nous arrivons enfin au compartiment qui traite de la spiruline. Il est divisé en 2 parties. Le compartiment algues, qui concerne la spiruline. Peut-être que vous vous demandez pourquoi c'est la spiruline qui a été choisie. Eh bien, il y a plusieurs raisons. Premièrement, nourrir l'équipage avec un aliment de qualité et de haute valeur nutritionnelle, pour sa richesse en micronutriments, éloignant l'équipage de toute carence, et c'est bien fait pour la santé de manière générale. Pour sa teneur élevée en protéines, assurant la bonne santé et l'énergie de l'équipage, et leur évitant une trop grande perte
musculaire. Elle est cultivée en pH élevé, ce qui réduit le risque de contamination de la culture. Mais également, et pas des moindres, elle recycle le CO2 produit par l'équipage pour le transformer en oxygène par la photosynthèse, ce qui assure un air sain tout au long du voyage. Et pour finir, la spiruline a une très forte résistance au rayonnement cosmique. Parlons maintenant des autres plantes qui ont été choisies pour faire partie des futurs voyages dans l'infinité de l'espace. Nous passons maintenant au compartiment des plantes supérieures. Ce compartiment ne doit pas seulement fournir de l'air et de la nourriture, il doit également fournir de l'eau potable, composée d'une sélection de végétaux contenant de la lignine pour produire de l'eau et des minéraux dans toute la plante. On pourrait l'appeler la liste de course des astronautes. Mais de quoi se compose cette liste de courses ? Elle contient le blé, les tomates, les patates, le soja, le riz, les épinards, les oignons, la salade. Les astronautes vers Mars n'auront pas que de la spiruline à manger. Et pour finir la boucle, le compartiment de l'équipage. Comme son nom l'indique, c'est l'équipage de la mission spatiale. Ceux-ci consomment l'eau, la nourriture et l'oxygène, et produisent des déchets qui retournent au compartiment 1, et la boucle est bouclée. Mais comment cultiver la spiruline dans l'espace, me diriez-vous? Traditionnellement, la spiruline est cultivée dans de grands bassins artificiels ou dans des lacs proches de l'équateur. La plupart du temps, cela se déroule dans des bassins artificiels recouverts d'une serre dans lequel l'eau est à un pH élevé, et où est maintenu un léger courant. Mais comment est-il possible d'emporter une telle installation dans l'espace pour cultiver la spiruline et profiter de ses bienfaits? Eh bien, l'ESA utilise un système de culture fermé vertical qui s'appelle les photobioréacteurs. C'est une technologie qui apporte à la spiruline exactement ce dont elle a besoin pour son développement optimal, pour que celle-ci produise suffisamment d'oxygène et de protéines et la protège de toute contamination. Il est possible de trouver de la spiruline cultivée en photobioréacteur sur Terre. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus. Prenons un peu de hauteur. L'ESA cherche à créer un système circulaire autosuffisant prenant en compte et respectant chaque aspect de celui-ci, que ce soit le consommateur, la culture ou le recyclage des matières organiques. Ça vous fait penser à rien? Moi, ça me rappelle la permaculture. Cette recherche d'autonomie est d'actualité à l'heure où fleurissent les éco-villages et les mini-fermes autonomes. Qui aurait cru que cette noble pratique qui respecte profondément la nature nous permettra d'entreprendre de longs voyages à travers l'immensité de l'espace? Comme quoi, le respect ça paye. Ce qui est intéressant, c'est que même si ce programme vise en premier lieu la survie dans l'espace, les nombreuses recherches de l'ESA ont permis des avancées applicables également sur Terre. Pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je vais vous en parler que d'une seule. Le Centre d'études de l'énergie nucléaire, le CERN, mène depuis plusieurs années des études en collaboration avec l'ESA, afin d'identifier des solutions biologiques pour produire de l'eau potable, de l'oxygène et de la nourriture à travers un recyclage complet grâce aux découvertes du programme Melissa. Je pense que les personnes les plus qualifiées pour en parler sont les premiers concernés, les astronautes en orbite autour de la Terre dans la Station spatiale internationale, qui utilisent quotidiennement la technologie de l'ESA. Je leur laisse la parole. Pendant qu'on teste ces nouvelles technologies en orbite, comme LSR, les équipes scientifiques au sol, elles, continuent d'explorer d'autres possibilités. Le programme Microecological Life Support Systems Alternative, qui est plus connu sous le nom de MELISA, c'est un projet multinational dirigé par l'ESA et consacré à la recherche de systèmes de support vie circulaires fermés pour les missions spatiales humaines. Les recherches qui sont menées dans le cadre de MELISA visent à utiliser les déchets produits par la mission pour produire de la nourriture, de l'eau et de l'oxygène. Peut-être ce que vous ne savez pas, c'est qu'une partie de cette recherche et de cette technologie aide déjà les gens au sol avant même d'aller dans l'espace. Vous avez peut-être remarqué que mon patch de mission comporte 17 petits carrés de couleurs sur le pourtour. Chacune de ces couleurs représente en fait un des objectifs de développement durable des Nations Unies. Les ODD. Les ODD, c'est ni plus ni moins qu'un ensemble d'objectifs mondiaux qui visent à assurer un avenir meilleur et plus durable pour tous d'ici la fin de la décennie. Je vais vous montrer rapidement comment les technologies de recyclage de l'eau, conçues pour les missions d'exploration de l'espace lointain par Melissa, contribuent à l'ODD 6, une eau propre et l'assainissement en général. L'une de ces technologies de Melissa s'appelle système de recyclage des eaux grises Full Firmus, permet en fait simplement de recycler l'eau des éviers, des douches, du linge, de la vaisselle sale, etc. Ce système est testé depuis 2005 dans un environnement éloigné, hostile, qui au final assez semblable à celui de l'espace, c'est l'Antarctique.
À la station de recherche Concordia, une station franco-italienne, ce système produit jusqu'à 2800 litres d'eau recyclée par jour. Cette même technologie spatiale, elle est utilisée pour le célèbre tournoi de tennis de Roland-Garros. Au stade, l'eau des douches est recyclée pour alimenter les toilettes des vestiaires. En 2020, ils ont économisé plus de 23 mètres cubes d'eau potable qui aurait été autrement utilisée pour rincer les toilettes. Le système sera à nouveau utilisé en 2021 et en 2022. Aux Pays-Bas, les concepts Melissa sont utilisés pour fournir de l'eau potable, de l'eau d'irrigation et du compost. Dans cet exemple, le système fermé est mis en œuvre sur place en tenant en compte des besoins locaux pour créer un système durable et autosuffisant qui produit zéro déchet. Un autre exemple nous vient de Belgique, la ville de Gand. Ici, c'est une autre technologie dérivée qui utilise l'électricité pour récupérer les nutriments précieux qui sont toujours dans l'urine évacuée et produire de l'eau désinfectante pour la chasse d'eau des toilettes. La plupart des centres de l'ESA se situent en Belgique. Petite fierté. Un grand centre de l'ESA se situe pas loin de Bruxelles. Petit pays, grandes avancées. J'aimerais bien les interviewer un jour au sujet du programme Melissa. Maintenant que vous connaissez le programme Melissa et le rôle de la spiruline dans ce programme, revenons quelques instants à la conférence qui a eu lieu à Toulouse. Au moment où j'ai écrit cette vidéo, j'étais justement dans le sud-ouest de la France, pas loin de Toulouse. Enfin, pas loin, à 100 km quand même. Je trépignais de pas pouvoir y aller. J'avais pas vraiment les moyens de m'y rendre, et je pense que monsieur et madame Tout-le-Monde ne sont pas conviés. Et le prix, ça pique un peu. Malgré tout, j'ai tout de même accès aux différents sujets abordés. Au programme, si on veut. C'est rassemblé à cette convention de grandes pointures. Nous avons un peu de tout, et des personnalités venant du monde entier. Un scientifique de la NASA, une professeure d'université, un astronaute et physicien de l'ESA, et bien d'autres représentants de la recherche spatiale. En regardant un peu le programme, je tombe sur des sujets très intéressants. Nous trouvons des sujets de conférences tels que l'utilisation de la spiruline dans le domaine alimentaire, focus sur la source de vitamine B12 que représente la spiruline, l'utilisation de la dite algue comme source durable de protéines, l'utilisation des photobioréacteurs dans l'espace pour la production d'oxygène et de nourriture grâce à la spiruline, et pour finir le projet Algolite visant à produire de la nourriture de très haute valeur nutritive grâce aux photobioréacteurs lors d'exploration spatiale. Cette cyanobactérie, cette microalgue, fait indubitablement partie du futur de l'humanité. Elle qui compte parmi les plus anciens organismes sur Terre ne finira jamais de passionner les scientifiques et tous ceux qui prennent la peine de la connaître et qui ont compris ses bienfaits et son insoupçonnable beauté. C'était Pauline de la chaîne Spirulis, à très vite pour une future vidéo.